Bonjour à tous, je vous propose donc ce 5e cours dans ce bloc que j'ai intitulé Intégrale dépendant d'un paramètre. C'est un cours donc que vous pouvez trouver dans de nombreuses universités de France et de Navarre, en particulier à Sorbonne Université, dont le libellé était l'année dernière encore 2e 261. Et donc, dans cette 4e séance, là, je me suis légèrement incliné vers la gauche pour prendre l'exemple que je souhaiterais considérer avec vous avant d'aborder d'autres théorèmes et d'autres propriétés permettant de garantir la convergence d'intégrales généralisées. Alors, l'exemple est le suivant. On va considérer l'intégrale i définie par somme de 0 à 1 de e puissance 1 sur racine de x plus sinus x fois ln de x divisé par x, voilà, dx. L'exemple est très intéressant parce qu'il va permettre de mettre en relief une méthodologie assez générale et qui permet de conclure justement contre la convergence ou la divergence d'une intégrale généralisée. Alors pourquoi cette intégrale, pas cette fonction, mais pourquoi cette intégrale est-elle une intégrale généralisée? Je vous rappelle qu'il y a deux familles d'intégrales généralisées. Le premier espèce, parce que l'intervalle d'intégration est infini ou semi-infini, et donc on n'est plus dans le cadre de l'intégrale de Riemann, de fonctions définies sur un intervalle fermé borné, qui serait Riemann intégrable. Et donc, puis là, on a une intégrale généralisée de deuxième espèce, parce que vous voyez que la fonction présente une singularité. Au niveau de x égale 0, tout explose en x égale 0. Vous avez un 1 sur racine de x qui explose, vous avez un 1 sur x qui explose, et vous avez un ln de x qui explose. Bref, c'est la totale, il va falloir s'en occuper de plus près. Alors, comme on l'a vu, pour avoir la qualification de convergence d'une intégrale généralisée de première ou de deuxième espèce, on d'abord traite, j'ai envie de dire, la fonction et donc l'intégrale qui correspond sur les lieux d'intégration concernés où tout se passe bien. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va dire la chose suivante, que quel que soit x appartenant à AB, strictement inclus donc dans l'intervalle 0 ouvert, 1 fermé, on peut aller jusque là, eh bien la fonction f de x définie par évidemment le terme intégré, 1 sur racine de x plus sinus x ln de x sur x est définie et continue, donc Riemann intégrable. On dira aussi, comme vous le savez, Riemann intégrable. Donc Riemann intégrable sur AB, tout intervalle fermé borné, évitant la pathologie, évitant la singularité en x égale 0. Donc, f est localement, par définition, est localement intégrable sur 0 ouvert, 1 fermé. C'est la définition de l'intégrabilité locale, comme nous l'avons vu au cours de la toute première séance de ce bloc de cours. Donc, il nous faut à présent regarder la possibilité d'étudier, j'ai envie de dire localement, le comportement de cette fonction pour comprendre si, pour décider, plus que comprendre d'ailleurs, si cette intégrale est convergente ou divergente. Alors, une remarque encore extrêmement immédiate, quel que soit x appartenant à 0 ouvert, 1 fermé, eh bien, f de x est strictement positive puisque c'est une exponentielle. Donc on a à notre disposition très précisément les premiers outils que nous avons regardés ensemble de critères de comparaison de ces intégrales généralisées. Et donc, il nous faut à partir de cela, pour pouvoir procéder à ces comparaisons, il nous faut
en l'occurrence, bien comprendre, bien cerner le comportement de cette fonction qui est intégrée au voisinage de x égale 0. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord ce qui procède de la singularité de cette fonction. Et je l'ai déjà dit, il y a du 1 sur racine de x, il y a du 1 sur x, donc 1 sur x, 1 sur racine de x, au voisinage de 0, tout ça c'est du comportement d'intégrale de Riemann. D'accord, c'est-à-dire de la forme de 1 sur x puissance alpha. Vous allez me dire, oui, mais monsieur, vous avez une exponentielle. Je dis bien, je regarde dans l'exposant de l'exponentielle comment ça se passe. Et puis, à part ça, il y a un logarithme des périodes de x, et puis il y a un sinus x. Alors, dans ces termes-là, hein, c'est pour motiver ce que nous allons faire, que je vous dis tout cela, c'est juste de l'observation. Au voisinage de x égale 0, 1 sur racine de x, on peut trouver des comparaisons. ln de x qui part complètement explosé en moins l'infini, on peut aussi trouver des comparaisons de cette fonction. Mais ce qui est trivial, c'est le comportement de sinus x, qui, lui, pour le coup, est complètement calme au voisinage de x égale 0. Je vous propose donc de regarder cette fonction de sinus x et de trouver ce qui va permettre de majorer ou minorer, d'encadrer son comportement au voisinage de x égale 0. Et puis ensuite, il suffira de constituer, par rapport à ces encadrements du sinus, eh bien, l'encadrement de l'ensemble de l'exposant de l'exponentielle. C'est le cas de le dire. Donc, si vous regardez la fonction sinus x, donc vous avez ici pi sur 2 et vous avez ici pi à peu près. En 0, ben, ça vaut 0. Et puis en pi sur 2, eh bien, ça vaut 1, comme vous le savez, sinus pi sur 2 égale 1. Donc, en fait, on va avoir à peu près quelque chose qui aura cette tête-là, n'est-ce pas? Bon, la précision du dessin n'est pas très importante. Et donc, il y a un encadrement de la fonction sinus globale que vous connaissez, c'est quel que soit x appartenant à R, le sinus est compris entre moins 1 et 1. Mais vous comprenez bien que cet encadrement global ne témoigne absolument pas du comportement local et de ce que l'on peut rajouter, pour être un peu plus précis, de la fonction sinus au voisinage de x égale 0. Parce qu'au voisinage de x égale 0, vous avez quand même deux choses qui ressortent de manière extrêmement flagrante. Le sinus au voisinage, quand x est inférieur, quand x est compris entre 0 et pi sur 2, par exemple, eh bien le sinus est inférieur à cette droite qui n'est ni plus ni moins la tangente à l'origine, c'est-à-dire y égale x. C'est la tangente à l'origine, tout le monde avait compris. Et donc, ça c'est pour le sinus. Donc sinus x, on va pouvoir écrire que quel que soit x appartenant à 0 pi sur 2, par exemple, on pourrait faire quel que soit x entre 0 et pi aussi, hein, peu importe, puisque tout ça, ça va être en dessous x. Mais c'est intéressant d'avoir cette comparaison, vous avez compris, localement, c'est-à-dire quand x se rapproche de 0. Donc c'est pour ça que je dis sinus x est inférieur ou égal à x. Il vaut d'ailleurs x quand x égale 0. Et alors pour la minoration, c'est-à-dire le sinus est plus grand que quoi? Eh bien de manière simple, eh bien il y a la corde ici qui trouve son équation. Alors la corde c'est très simple, elle est de la forme, puisqu'elle passe par 0, elle est de la forme alpha x. Et cette corde vaut, quand x vaut pi sur 2, elle doit valoir 1. Donc le alpha doit valoir 2 sur pi pour que ça fonctionne. Donc là, vous avez 2 sur pi x. Donc ça, ce sont des encadrements assez naturels sur 0 pi sur 2, à savoir que sinus x est compris entre x et 2 sur pi x. Eh bien, ce qu'il en résulte, c'est que sinus x sur x, comme x est positif strict, hein, maintenant on va prendre quel que soit x appartenant à 0 pi sur 2, puisqu'on va diviser par x. Pi sur 2, on peut toujours garder, de toute façon, la borne à droite n'est pas très significative. Mais donc, sinus x sur x, eh bien, ça va être compris entre 1 et 2 sur pi, puisqu'on va diviser par x. Et puis maintenant, je vais multiplier par le logarithme népérien. Alors attention, comme x est entre 0 et pi sur 2,
Alors on va dire même plus petit que pi sur 2, on va dire comme ça, parce que pi sur 2 c'est environ 3,5, n'est-ce pas, hein? Donc on va dire que quel que soit x appartenant à 0, on va dire 1. Pourquoi je dis ça? Parce que le logarithme népérien est négatif sur 0,1. Donc pour ne pas avoir de changement de signe sur le logarithme, eh bien je vais dire que sur 0,1, eh bien je vais avoir sinus x sur x fois ln de x, qui est compris donc entre ln de x, attention je change de sens l'inégalité, et 2 sur pi ln de x, puisque le ln de x est un nombre négatif, vu que x est entre 0 et 1. Donc là maintenant je vais rajouter aussi 1 sur racine de x, donc j'ai 1 sur racine de x plus sinus x ln de x sur x, qui va être compris entre 2 sur pi ln de x plus 1 sur racine de x, et entre 1 sur racine de x, pardon, plus ln de x. Voilà. Alors il nous reste à passer à l'exponentielle. Et donc on obtient quoi? Que e puissance 1 sur racine de x fois e puissance ln de x, c'est-à-dire fois x, est inférieur à, eh bien je vais dire très simplement f de x, puisque c'est comme ça que je l'ai appelé, et c'est inférieur à quoi? Eh bien à e puissance 2 sur pi ln de x. Donc ça fait x puissance 2 sur pi fois e puissance 1 sur racine de x. Donc on obtient cet encadrement fondamentalement simple finalement, qui résulte de ce premier encadrement que j'ai géométriquement motivé en finalement comparant le sinus à la corde et à sa tangente au voisinage de x égale 0. Donc la vraie difficulté omniprésente restante, c'est le traitement de cette exponentielle qui va donner en quelque sorte le La, comme on dit en musique, pour déterminer la convergence ou la divergence. À savoir, quand x est en voisinage de 0, puisque c'est un peu ça qui nous intéresse, c'est exactement ça qui nous intéresse au niveau de l'intégration, voilà. Quand x est au voisinage de 0, 1 sur racine de x est au voisinage de l'infini. Donc, en fait, j'ai besoin de... si on pose grand X égale 1 sur racine de x, finalement, on a un e puissance grand X avec un grand X qui tend vers l'infini, quoi. C'est un peu ça la structure de notre affaire. Et donc, comme je l'ai déjà rappelé à plusieurs reprises, l'outil générique maintenant, ce sont les limites usuelles permettant de comparer soit les logarithmes aux puissances de x au voisinage de l'infini, au voisinage de 0, soit la même chose avec l'exponentielle. Pour nous, la limite usuelle qui est flagrante, c'est la suivante. Limite quand grand X tend vers plus l'infini de e puissance grand X sur x puissance, on va dire, on pourrait généraliser, mais je vais dire n entier. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va être évidemment plus l'infini, quel que soit n appartenant à grand N. On pourrait écrire quel que soit alpha réel, on s'en sortirait aussi très bien. Mais ça suffit pour ce qui va nous intéresser, dans la mesure où, finalement, on écrit ici que quelle que soit la puissance de x, eh bien, ici, je prends une puissance entière, on pourrait le démontrer avec puissance réelle, mais quelle que soit la puissance entière, eh bien, c'est l'exponentielle qui ira plus vite à l'infini, puisque là, vous avez une forme indéterminée, je vous rappelle, et on arrive à démontrer que c'est plus l'infini via le théorème de L'Hopital que vous allez appliquer n fois, je vous rappelle, théorème de L'Hopital qui vous dit que la limite de f sur g, c'est la limite de f' sur g', dès lors que f et g sont dérivables, dès lors que g et g' sont non nuls au voisinage de la limite, et surtout, la limite de f sur g, c'est la limite de f' sur g'. J'ouvre une petite parenthèse parce que ça, souvent on oublie de le vérifier. Eh bien, il faut, pour que ces deux limites soient égales, f sur g avec f' sur g', il faut que la limite de f' sur g' existe. Parce que si la limite de f' sur g' n'existe pas, vous ne pouvez pas dire que la limite de f sur g égale à la limite de f' sur g', et donc que la limite de f sur g n'existerait pas non plus. Il y a des exemples très connus pour illustrer ce propos. Donc ici,
eh bien, écoutez, vous dérivez n fois, donc c'est e puissance x sur n puissance x puissance n-1, et donc vous avez de nouveau une forme à déterminer, hein, l'infini sur l'infini, puis vous redérivez. Quand vous redérivez n fois, ben, vous allez avoir donc potentiellement f sur g égale f' sur g' égale f dérivé d'ordre n sur g dérivé d'ordre n. E puissance x dérivé une fois, il n'a pas bougé, lui, c'est e puissance x. Et ici, vous allez dériver n fois x puissance n, vous allez avoir factoriel n. Donc, vous voyez qu'il vous reste f puissance x sur factoriel n, et donc vous avez l'infini. La limite de la énième application potentielle du théorème de l'hôpital, de la règle de l'hôpital, et donc existe et est infinie, et puis vous remontez de proche en proche pour dire que celle-ci vaut l'infini. C'était un petit détour dans le monde des limites usuelles. Alors maintenant, important, comme je vous l'ai déjà montré à d'autres occasions, ce qui est fondamental ici, c'est de pouvoir traduire cette limite en termes de comportement, c'est-à-dire en termes de majoration et ou de minoration. Et comme je l'ai déjà expliqué, dans une limite, vous avez trois informations que je viens de souligner. La première, elle vous dit que vous vous situez, tout ça c'est de très grandes banalités, mais ce sont ces banalités qui font l'avancement de toutes les démonstrations en général. Là, vous êtes au voisinage de l'infini, première idée, premier point important. Et au voisinage de l'infini, ce qui vous intéresse, c'est cette fonction. Et cette fonction au voisinage de l'infini, eh bien, elle a ce comportement qui est ici infini. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir dire qu'il existe un x étoile tel que quand grand X sera supérieur à ce x étoile, avec les mains ou d'un point de vue phénoménologique, ça veut dire que quand grand X est suffisamment grand, eh bien, e puissance x sur x puissance n va devenir, d'un point de vue qualitatif, très grand. Donc, qu'il sera plus grand que 1, par exemple. Si ça vous intéresse de mettre 1,36, c'est pas mieux. Si ça vous intéresse de marquer 10 puissance 1000, c'est pas mieux. Parce que de toute façon, ce qui va nous intéresser ici, c'est de se rendre compte que e puissance x, finalement, est minoré par grand X puissance n. Voilà. Donc, cette limite-là permet d'obtenir de manière immédiate une minoration de e puissance x par x puissance n. C'est bien ça que l'on dit quand on dit que l'exponentielle va plus vite que n'importe quelle puissance de x. Ben oui, ben voilà, forcément qu'elle va plus vite, elle est plus grande. Quand x est suffisamment grand. Encore une fois, avec les mains, la traduction de cette limite qui est la clé de notre démonstration est de dire que quand x est suffisamment grand, cette quantité, deuxième information dans la limite, devient de plus en plus grand. Et cette quantité qui devient de plus en plus grande, eh bien, c'est dire qu'à partir d'un certain x, que j'ai baptisé x étoile, on s'en contrefiche de savoir combien il vaut, mais il existe cet x, tel que, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, si cette fonction-là n'est pas supérieure ou égale à 1, elle n'arrivera jamais à l'infini, quoi. Voilà. Donc, vous pouvez écrire qu'elle peut être plus grande que 2, que pi sur 4, que 10 puissance 1 million. Il existe bien un autre x étoile, tel que cette quantité-là soit plus grande que 10 puissance 1 million de fois. Donc 10 puissance 1 million. Et donc tel que e puissance x soit, vous voyez, donc vous auriez ici un coefficient qui ne serait pas le 1, simple, bien rassemblé, qui contient finalement toute l'information. Mettre un coefficient devant qui serait le fait d'un autre coefficient ici, d'une autre constante différente de 1, n'apporterait strictement rien pour notre démonstration, pour mon propos d'étude de convergence. Et donc, eh bien, c'est terminé, parce que si vous vous rendez compte de ce qui se passe, on a maintenant toute l'information qui va nous permettre de conclure. Simplement, il faut avoir bien conscience, j'adhère totalement à la remarque que certains feraient si nous étions en direct, que cette limite n'a donné qu'une minoration. Donc, est-ce que cette minoration va permettre de conclure, c'est-à-dire que si on minore, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va voir ce qu'il va se passer ici maintenant pour nos affaires. Ça veut dire qu'ici, on va dire qu'il existe un petit x étoile tel que quand petit x est inférieur ou égal à x étoile, puisque grand x et petit x fonctionnent en sens inverse à la racine carrée près, eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que e puissance 1 sur racine de x,
hein, est supérieur ou égal à 1 sur racine de x puissance n. C'est-à-dire, si vous voulez l'écrire, 1 sur x puissance n sur 2. Et ça, c'est vrai, quel que soit n. Je peux écrire cette propriété-là, quel que soit n. Donc, si e puissance 1 sur racine de x est plus grand que x puissance n sur 2, le membre, donc je suis en train d'être en mesure de minorer cette quantité-là. Donc, celle-ci, je peux la travailler aussi en termes de minoration, mais ce qui m'intéresse par rapport à un théorème de comparaison pour la convergence des intégrales, c'est bien en termes de minoration, cette quantité-là qui va être minorée, qui va être une quantité minorante de f de x. Et donc, on est en train de prendre la direction de comparer l'intégrale de f avec une intégrale minorante. Donc, si on veut conclure, c'est que cette intégrale minorante doit diverger. Et donc, on est en train de prendre la direction de la conclusion que l'intégrale de f de 0 à 1 divergerait. Alors, voyons voir est-ce que c'est vrai. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va avoir donc, en conséquence de cela, que f de x est donc minoré, hein, par, eh bien, e puissance 1 sur racine de x, c'est 1 sur x puissance n sur 2 fois x, donc minoré par x sur x puissance n sur 2, c'est-à-dire 1 sur x puissance n sur 2 moins 1. Voilà, et ça, c'est vrai, quel que soit n à notre disposition appartenant à grand N. Et donc, la question qui se pose, c'est que si la fonction est minorée parce que vous voyez la fonction de l'intégrale de Riemann, 1 sur x puissance alpha, et qu'on trouve un n tel que cette quantité-là donne une fonction d'intégrale de Riemann divergente, eh bien, on dira que l'intégrale de f est divergente. Donc, si n sur 2 moins 1 est égal à 1, c'est-à-dire n égale 4, alors, eh bien, évidemment, l'intégrale de 0 à 1 de dx sur, puisque cette quantité vaut 1, diverge. Et par comparaison, et par le théorème de comparaison, je vous rappelle d'intégrale de fonction positive, localement intégrale, eh bien l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx diverge également. Diverge également. Alors, il ne faut pas s'y méprendre, et donc on a terminé notre analyse. Alors, il ne faut pas s'y méprendre à ce niveau-là. Donc, vous allez me dire, mais attention, l'intégrale de 1 sur x puissance alpha, quand alpha est strictement supérieur à 1, eh bien, puisqu'au voisinage de 0, la singularité, c'est celle que l'on considère, pour l'intégrale de Riemann, l'intégrale est divergente quand alpha est strictement ou supérieur ou égal à 1. Et donc, vous allez me dire, mais vous avez pris la valeur égale à 1. Mais si vous aviez pris donc un n tel que la puissance ici soit plus petite que 1, ah bah oui, si j'avais choisi n tel que n sur 2 moins 1, par exemple, soit égal à 1 demi, hein, ça veut dire que vous êtes en 1 sur racine de x, ça veut dire que la primitive c'est 1 sur, c'est 2 racines de x, en 0, ça converge. L'intégrale de Riemann de 1 sur x puissance alpha, quand alpha est plus petite que 1, converge. Et donc là, vous pourriez me dire par erreur, eh bien, en choisissant un n tel que n sur 2 moins 1 soit strictement plus petit que 1, on aurait garanti quoi? Que l'intégrale de f soit minorée par une intégrale d'une fonction dont l'intégrale de la fonction en question serait convergente. Mais oui, mais si vous minorez votre intégrale par une intégrale convergente, vous ne pouvez pas conclure quant à la convergence ou à la divergence de votre intégrale. C'est pour cela qu'il faut bien comprendre que lorsque nous sommes ici en présence de cette minoration, il faut voir si on est en mesure de choisir le paramètre qui est à notre disposition de sorte à pouvoir conclure. Pouvoir conclure, cela veut dire choisir une puissance de la fonction de Riemann qui procure une intégrale divergente. Étant en voisinage de 0, il faut que la puissance de x, le alpha, soit supérieure ou égale à 1. C'est pour ça que j'ai pris, voyons voir déjà avec 1 si c'est possible. Et donc évidemment c'est possible, il suffisait de prendre n égale 4. Donc ne vous méprenez pas à inverser l'exploitation de ce type de minoration. Vous avez une famille d'inégalités
Et évidemment, il y a des paramètres pour lesquels vous allez avoir une intégrale convergente, mais qui est minorante. Je vous dis à très bientôt. Nous allons aborder maintenant d'autres théorèmes de comparaison. C'est l'objet de notre prochaine séance. Bonne journée.